établissement de donner cela au réseau et nous commencer l'enregistrement. J'adore que votre réseau vous offre ces opportunités pour les membres du réseau et je suis ravi d'être ici pour vous parler de la rédaction des demandes de subvention. Comme je comprends bien, bon nombre de vous êtes des débutants ou vous avez quand même un certain montant d'expérience et au cours de la prochaine semaine, j'espère que vous allez apprendre beaucoup pour vous préparer à rédiger des demandes de subvention réussies. Je m'appelle Nicole Beatty, je suis PDG et responsable des communautés de mon propre cabinet de consultation, Capacity for Community, et je vais commencer avec la reconnaissance territoriale. Je reconnais que nous participons ici de tous les coins du Canada et donc ma reconnaissance territoriale est axée sur mon territoire. J'habite à Cobourg, en Ontario, sur le lac, 1 heure à l'est de Toronto. Et en tant que colonne du comté de Northumberland, en Ontario, je reconnais respectueusement que je me trouve sur le territoire traditionnel des nations Michi, Salig, Mississauga et Chippewa, collectivement connues sous le nom des Premières Nations des traités de Williams, qui comprennent les Premières Nations du lac Curve, d'Hiawatha, d'Albertaville, de l'île Scugog, de Rama, de Beausoleil et de l'île Georgina. Je reconnais respectuellement que les Premières Nations des traités de Williams ont été les intendants et les gardiens de ces terres et de ces eaux et qu'elles restent aujourd'hui vigilantes quant à leur santé et leur intégrité pour les générations à venir. Nous sommes tous des signataires de traités. Ma biographie est à l'écran ici. Vous pouvez la lire à votre guise, mais je travaille avec les organismes à but non lucratif depuis plus de 20 ans maintenant en titre d'expert conseil. Je suis revenu à Cobourg, en Ontario, à partir de l'Australie. Je voulais rejoindre ma famille et ma sœur, qui a eu des enfants. Donc, j'ai commencé mon cabinet. J'adore ma ville natale. Et en 2018, je me suis lancé dans les politiques municipales et je suis conseillère municipale dans ma région. J'ai participé avec Charity Villages, j'ai participé avec des conférences internationales. Une de mes choses préférées à faire, c'est d'animer et d'offrir des services de formation et d'entraînement comme celle-ci. Erin va suivre le chat. Donc, si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat n'importe quand. Je veux que ce soit un atelier décontracté, confortable. N'hésitez pas à ouvrir vos micros et à me parler. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions et de prendre des pauses au cours de la présentation. C'est un mélange d'instructions, de sondages. Nous avons du travail en petits groupes et nous allons terminer avec des questions un à un. Donc, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Si vous avez un moment, j'aimerais que vous indiquiez votre nom dans le chat, votre nom, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui et ce que vous aimez dans le travail que vous faites. Et donc, comme vos documents ont indiqué, on veut vraiment parler de 4 objectifs clés, augmenter vos connaissances sur la rédaction des demandes de subvention et sur la façon de les intégrer à votre levée de fonds, d'accéder à des techniques pour mieux éclairer la façon dont vous rédigez les demandes de subvention. On va apprendre à appliquer la théorie fondamentale et les fondations à votre levée de fonds et on va améliorer votre compréhension de l'impact de la COVID-19 sur l'octroi des subventions. Et à mon avis, ça a changé complètement le paysage des subventions au Canada pour le mieux. Donc, pour prendre un peu le pouls, j'ai 2 questions que j'aimerais vous poser pour me donner un peu le sens de qui est ici en ligne et où vous en êtes dans votre propre parcours. Donc, Erin, si vous pouvez afficher le premier sondage. La première question, comment évaluez-vous votre connaissance des subventions pour la rédaction des subventions? 1 étant je suis débutant et 5 étant je suis en quelque sorte un expert. Donc, si vous voulez prendre une minute pour répondre au sondage.
Super, merci Aaron. Donc, on dirait que c'est un peu la moitié-moitié. Et comme Aaron l'a mentionné, la plupart d'entre vous connaissent bien la rédaction des demandes de subvention. Ce n'est pas votre première fois, mais vous êtes ici pour en apprendre davantage. Donc, c'est bien, Aaron. On va afficher la deuxième question. Comment vous sentez-vous lorsque vous devez rédiger une demande de subvention? Un étant ça m'angoisse et cinq, ça veut dire j'adore ça. Ça va avec la deuxième question de sondage, Aaron? Excellent, merci. Donc, les personnes en ligne, je veux tout simplement vérifier, voilà. Bon, super. Je suis désolé d'apprendre que ça vous angoisse. Je sais que c'est beaucoup de travail et ça peut être très bouleversant, mais je suis là pour vous aider à vous sentir mieux à l'aise lorsque vous rédigez des demandes de subvention, mais on dirait que vous êtes, la plupart des participants sont à mi-chemin. Vous n'aimez pas ça, mais vous pouvez le faire quand même. Donc, on va passer à la diapo suivante. Oh, un peu plus loin. Donc, voilà. Donc, que signifie ici rédiger une demande de subvention? Voilà la définition d'Imagine Canada. Je vais vous laisser lire la définition à votre guise, mais c'est important de savoir que les subventions sont une composante importante des budgets. Ça peut prendre du temps, mais elles peuvent également être des agents de transformation. En d'autres mots, les subventions sont plusieurs choses. Pour moi, ils soutiennent les coûts des projets ou des programmes spécifiques qui ne sont pas financés par le financement général. Les propositions de subventions sont généralement liées à l'impact ou au processus avec un besoin financier typique en tête et les subventions, on va en parler dans le troisième module. Et les subventions, pour moi, sont accordées typiquement pour soutenir uniquement le travail décrit dans la proposition de subvention. Donc, lorsqu'on va parler de la rédaction des propositions et les modèles de documents, on ne veut vraiment pas s'écarter de l'objectif et on veut vraiment se concentrer sur ce que les bailleurs de fonds demandent et euh, mettre en avant le cas pour votre programme. J'aimerais prendre un moment pour résumer le paysage des subventions au Canada. Voici une carte de la distribution géographique des fondations canadiennes. Et en février 2021, selon PFC, sur les plus de 50 000 organismes à but non lucratif inscrits, 50% sont des fondations publiques et privées, des dons à des fondations de services sociaux et des charités autochtones sont à la hausse. Les services sociaux et les organismes confessionnels sont les causes les plus appuyées par les Canadiens depuis la pandémie de la COVID-19. 95,4% des fondations canadiennes ont offert des fonds en réponse, en réaction à la pandémie et un grand pourcentage a réalloué des fonds à des activités liées à la COVID-19 et 85% ont modifié leur politique de procédure et leurs échéances, c'est-à-dire ils ont modifié leurs horaires pour refléter les besoins en situation de pandémie. Bien que ce soit des bonnes nouvelles, il y a un autre côté des subventions au Canada. Bon nombre d'intervenants se posent la question, est-ce que les subventions sont octroyées de manière équilibrée? Une campagne pour demander au gouvernement fédéral pour demander une meilleure équitable. En réponse à cette demande, les charités au Canada ont doublé
actifs financiers de 40 à 80 milliards de dollars. Cela représente en moyenne 12% de croissance par année, qui est supérieur au taux d'inflation et au taux du PIB, du taux de croissance du PIB du Canada. Et le, la somme des contributions aux charités ont diminué. Et pendant que les fonds s'accumulent dans les comptes d'investissement, euh, ces fonds ne sont pas mis à un bon usage. Bon nombre de personnes indiquent que ces sommes ont connu une croissance au cours des 15 dernières années et on avance l'argument que c'est le temps d'augmenter ce pourcentage de 7 à 15. Donc, les Canadiens ont de l'argent à octroyer et on va apprendre comment obtenir ces fonds-là. Avant de passer à la prochaine section de la présentation, quelles sont les choses qui vous font hésiter à rédiger une demande de subvention? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez vous exprimer à haute voix. Ça peut être avant la pandémie, durant la pandémie, après la pandémie. Qu'est-ce qui vous fait hésiter à rédiger une demande de subvention? Il y a beaucoup de compétition. Le temps, c'est bien ça. Ça prend beaucoup de temps pour rédiger des demandes. On n'a pas de temps pour faire des recherches, manque d'expérience et de connaissances sur comment rédiger une demande de subvention. Donc, nous sommes là pour apprendre. On va parler des outils de Prospect Research jeudi. Donc, je vais continuer. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Ce sont des obstacles, des barrières que j'entends souvent des clients dans tous les secteurs. Oh, on va passer à la diapo suivante. Oh, désolé. Donc, voici les subventions démystifiées que j'aimerais vous expliquer. Donc, dans mes 20 ans, j'ai rencontré certains mythes que les gens croient que sont des obstacles, représentent des obstacles. Voici mes 8 mythes que j'aimerais vous démystifier. J'attends que les bailleurs de fonds ne nous aiment pas. Personnellement, je trouve ça faux. Oui, en tant qu'organisme de première ligne, c'est difficile de faire concurrence sur un paysage national, mais je crois fermement qu'il existe des subventions pour chaque cause. Vous n'avez qu'à les trouver. Et voilà où une recherche efficace entre en jeu et nous allons examiner ça plus long jeudi. Deuxième mythe, nous devons faire des demandes partout. Non, c'est ça va au-delà des compétences et ça va au-delà de nos attentes aussi. Lorsque je travaille avec des organismes, s'il faut répondre aux exigences du CA et du leadership de la direction, ça peut être bouleversant aussi. Donc, avoir un plan d'action avec des objectifs concrets, ça m'aide à gérer mon temps et ça permet de mieux parler au directeur exécutif. La planification est importante. Oui, il faut choisir quel bailleur de fonds parler. Euh, le besoin est plus important que l'impact. Nous savons que les bailleurs de fonds accordent la priorité au rendement social sur les investissements, à l'innovation et à la transformation. Donc, sa priorité sont à ces trois secteurs. Et les mesures sur l'impact et sur l'établissement des rapports, c'est quelque chose dont nous allons parler plus tard. L'autre mythe, c'est que les bailleurs de fonds déterminent nos priorités. Levez la main si vous estimez que vous réagissez auprès des bailleurs de fonds au lieu de répondre à vos propres priorités. Je sais que j'ai toujours cette impression lorsqu'un bailleur de fonds annonce « nous avons une subvention et la demande est due dans une semaine », c'est eux qui ont la carotte et c'est nous qui chassent le trésor. C'est important que les organismes soient clairs en ce qui concerne leurs priorités de programme et les opportunités qu'ils ont pour présenter leurs besoins aux bailleurs de fonds. Il ne
le prélèvement communautaire, c'est lorsque les organismes se disent, nous sommes sur les premières lignes, c'est nous qui changeons le monde et nous apprécions votre philanthropie et que vous agissez en termes de copartenaires. On va parler de la façon dont ce changement, ces équilibres de pouvoir changent dans le paysage canadien, mais j'aimerais vous rappeler tous que vous pouvez établir votre propre programme et déterminer qui approcher. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre. Une proposition convient à tous. Non, les bailleurs de fonds sont intelligents. Il faut créer un modèle, de document. Il faut savoir pourquoi on demande une subvention, tous ces critères qui vont dans la proposition. Et ce modèle va aider à la rédaction. Mais les bailleurs de fonds sont intelligents. Ils peuvent voir si c'est un copier-coller. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre vos propres modèles de documents que vous pouvez personnaliser ou reformuler pour refléter les demandes refléter la demande. L'autre mythe, c'est que l'argent au fin de l'administration n'existe pas. C'est faux. Oui, il y avait dans le temps, les bailleurs de fonds donnaient de l'argent pour l'administration, mais voilà où une administration intelligente peut vous aider. On va parler de ça dans le module 3 lorsque nous abordons la rédaction des demandes en profondeur. Il s'agit d'aligner votre cause directement au programme, donc les fonds pour le marketing, pour l'administration. Quel pourcentage de temps de personnel est requis pour appuyer les efforts de votre programme? Donc, il faut vraiment penser de manière intelligente. Faut vraiment être malin en ce qui concerne l'élaboration, la description des dollars d'administration. Et il ne faut pas nécessaire de communiquer, qu'il n'est pas nécessaire de communiquer directement, non. C'est très difficile de trouver un être humain dans une grande fondation, mais bon nombre de fois, tous ces fonds, y compris les fonds exploités par les banques, mettent, mettent en avant les ressources humaines. Ils veulent vraiment établir des liens avec la communauté. J'ai vraiment vu ce changement durant la COVID. On va parler dans la deuxième unité sur comment cultiver des relations, comment établir des relations avec un gestionnaire de compte ou un responsable de subvention. Je vous ai entendu dire que vous n'avez pas le temps d'écrire des demandes de subvention. Des fois, avoir une ou deux conversations avec cette personne, ce responsable, ça vous permet de déterminer si la subvention correspond à vos besoins ou non. Et un autre, ça veut dire on n'obtient rien sans le spécialiste dans la rédaction de demandes. C'est faux aussi. Il faut prévoir les services d'un rédacteur de subvention dans votre budget si vous le pouvez. Je sais que ce n'est pas tous les organismes qui ont des experts en rédaction de subventions, c'est de votre équipe, mais si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez devenir vous-même un expert et je sais que vous n'avez pas le budget d'embaucher un expert conseil. Si vous pouvez prévoir un rédacteur de subvention professionnel dans votre budget, étant donné que la personne va revenir de 3 à 5 fois l'investissement, ça vaut la peine de faire un investissement. Sinon, une approche d'équipe et des modèles de documents vous seront utiles aussi. Donc, on va passer à la diapo suivante. Et je sais qu'il y a 7 membres de la famille des subventions, si vous me permettez. Vous avez peut-être vu, la première, c'est la Fondation communautaire. Donc, comme vous le savez, à l'échelle du Canada, ce sont les dons provenant de fonds gérés, orientés par les donateurs, des fonds nommés ou des fonds de dotation établis. Et il y a certaines fondations qui font leur propre prélèvement de fonds. Le deuxième membre du famille, c'est la fondation familiale. Typiquement, ce sont des subventions accordées à partir des fonds donnés et gérés par des membres ou associés d'une même famille. Donc, il s'agit d'un héritage. Donc, c'est la richesse d'une famille qui passe d'une génération à l'autre et
le conseil d'administration sont typiquement les membres de cette même famille. La fondation d'entreprise est la troisième, donc établie pour coordonner l'intérêt philanthropique de la société fondatrice. Donc, c'est une compagnie. Ensuite, on a la fondation Frimé. Ça peut être un organisme de charité enregistré qui tire des revenus des investissements et des subventions aux donateurs revenus plutôt d'administrer ses propres programmes. Donc, ils sont vraiment là pour investir en organismes comme les vôtres pour changer le monde. Ensuite, nous avons des subventions à des fins spéciales. Ce sont des octrois ciblés de subventions par des fondations publiques et privées où les fonds sont gérés. Donc, ces subventions sont offertes en fonction des programmes en vigueur. Des subventions de démarrage sont des fonds désignés mettant l'accent sur les initiatives de démarrage, de lancement d'innovation et de prise de risque, ou des subventions généralement liées à de nouvelles idées ou de projets cherchant à passer du concept à la phase pilote ou de lancement. Donc, des fondations de prochaine génération. On voit là l'avantage d'investir dans des nouvelles idées, des startups. Et ensuite, on a des organismes caritatifs publics comme la Croix-Rouge ou Deuxième Récolte ou Centraide. Et sont des organismes de soutien à d'autres organismes de bienfaisance. Par exemple, pendant la pandémie, le gouvernement du Canada va octroyer des millions de dollars à des banques alimentaires. Euh, Ils vont les donner à un organisme caritatif national qui va administrer ces fonds au nom du donateur, comme le gouvernement fédéral. Par exemple, Centraide, avant la pandémie, euh, est un organisme de levée de fonds pour des charités plus petites ou de moyenne taille dans la communauté. J'aimerais parler un peu des subventions gouvernementales. Sont différents que des autres fondations. Les subventions gouvernementales sont reflétées séparément dans les budgets et c'est parce qu'ils ont leurs propres conditions, leurs propres exigences et les organismes doivent vraiment démontrer d'où ça vient, le secteur public ou privé et le rapport entre le financement public et privé. C'est important pour d'autres donateurs et comme vous le savez, beaucoup de fondations publiques et privées vont prendre ça en considération si vous êtes fondé par un organisme gouvernemental, par un paiement de transfert, ils vont dire, de transfert, ils vont dire, oh, on va peut-être aider un autre organisme qui n'a pas beaucoup de stabilité financière. Donc, c'est quelque chose à considérer lorsque vous approchez d'autres organisations. Est-ce que vous êtes un organisme à but non lucratif avec financement gouvernemental? Donc, il faut être transparent et il faut vérifier le plafond de financement. Et si vous obtenez trop de financement gouvernemental, ça peut résulter en une demande refusée. Donc, vous voyez dans les petits cercles, je vous laisse les lire à votre guise. Et dans les cycles, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres formes de financement gouvernemental ici, mais voici les formes de financement qu'on rencontre souvent dans les secteurs. Les, euh, les fonds gouvernementaux peuvent être des contributions, des octrois, des prêts sans intérêt. Donc, lorsqu'on cherche une subvention gouvernementale, il faut être très clair en ce qui concerne les conditions. Il y a des gens qui présentent une demande d'octroi et sont ravis lorsqu'ils ont approuvé, mais ils vont trouver qu'il s'agit d'un prêt. Et lorsque les agents demandent le remboursement de ce prêt, les gens disent je ne savais pas que c'était un prêt. Donc, il faut toujours lire les petits caractères. Il faut réviser les règlements intérieurs pour savoir si vous êtes permis
de prendre de toucher ce type de financement. Des fois, le règlement intérieur va vous interdire à cela, mais la bonne chose en ce qui concerne les subventions gouvernementales, il y a une ligne de téléphone ou une équipe avec laquelle vous pouvez communiquer. Donc, s'il y a un courriel, s'il y a un numéro de téléphone, euh, on vous encourage à prendre le téléphone ou à envoyer un courriel parce qu'une conversation de 15 minutes peut vous faire gagner des journées de travail. Donc, quel bailleur de fonds vous convient? Comme nous avons vu, euh, il y a, il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs types de bailleurs de fonds. Donc, un donateur individuel, c'est quelqu'un qui a peut-être un fonds géré par une personne ou par une banque. Ça prend en général une demande de subvention personnalisée, adaptée aux besoins, aux intérêts. Donc, j'ai eu des conversations. La personne va contacter un donateur et cette personne-là a son propre organisme de philanthropie. Donc, il faut vraiment s'assurer que vos besoins sont présentés. Les fondations, typiquement, il y en a deux. Fondations sans demande. Par exemple, les banques, les sites web, il y a un formulaire de demande en ligne, mais on ne vous donne pas beaucoup d'informations. Donc, au minimum, on l'espère, vont détailler leurs lignes directrices ou leurs exigences sur leur site web où vous pouvez en apprendre par courriel ou par d'autres conversations. S'il n'y a pas de formulaire de demande, il incombe à vous d'écrire une demande de subvention, utiliser les critères de subvention, le formulaire sur le site web comme sous-rubrique ou rubrique dans votre proposition pour leur montrer que vous avez vérifié la proposition. S'il n'y a pas de détails sur comment présenter une demande, moi, je rédigerai une lettre d'intérêt. Je sais que c'est une bonne étape, même si mes recherches me disent que c'est aligné. Et cette lettre, c'est vraiment un résumé de votre projet ou de votre budget en forme de lettre. Ce n'est pas plus de 2 pages et demie. Et vous l'envoyez par courriel ou par la poste, et vous obtiendrez une réponse du bailleur de fonds. Donc, ça prend un peu de travail, oui, mais ça vaut la peine avant de voir s'il faut soumettre une demande formelle. Le donateur de fondation avec un processus en ligne, c'est mon type de bailleur de fonds préféré. Non seulement il vous dit exactement ce dont ils ont besoin, mais le formulaire est là pour rédiger une demande. Mais dans vos modèles, c'est là où il faut vraiment adapter vos modèles de lettres et de documents pour refléter les exigences du bailleur de fonds. L'entreprise, il faut un prospectus ou une proposition de programme. C'est très important dans vos recherches de différencier entre une entreprise. Donc, typiquement, c'est une demande typique. Et c'est quoi une commandite ou un parrainage? C'est là où l'entreprise doit être reconnue et il faut faire davantage d'étapes. Donc, il faut clarifier si on approche l'entreprise elle-même ou si on obtient une commandite ou un sponsorship. Une fondation, oui, il peut être une fondation familiale. Une demande formelle est nécessaire, une proposition de cas qui a été rédigée pour la campagne. Et si vous travaillez avec un bailleur pour faire appuyer votre campagne, il faut tenir compte des exigences particulières du cas parce que ça s'insère dans une campagne très précise. Donc voilà un peu sur
les types de bailleurs de fonds. On va faire une vérification du pouls encore à l'aide d'un autre sondage. Et la question que je vous pose est la suivante. Quel bailleur de fonds est sur votre radar? Ou quel type d'organisme est votre bailleur de fonds idéal? Une fondation communautaire, une fondation familiale, une fondation d'entreprise, une fondation privée, une subvention à des fins spéciales, une subvention de démarrage, une charité publique ou montre-moi l'argent, tout. Donc, montre-moi l'argent. Donc, on a des demandes très variées. Il y a d'autres qui souhaitent poursuivre des fondations d'entreprise, des charités publiques. Donc, j'espère que votre intérêt pour les fondations familiales et les fondations privées va s'accroître après notre formation de jeudi. Merci, Aaron. Donc, voici une alerte aux tendances. C'est d'après mon propre travail avec des bailleurs de fonds, avec des charités qui réagissent à la pandémie ou qui doivent reconcevoir tout le paysage en raison de la COVID-19. Donc, la crise de la COVID-19 a vraiment souligné des questions touchant social, de revenus et d'équité. Et ce n'est pas quelque chose que la philanthropie peut résoudre en elle-même. Et c'est au début de la pandémie que cet énoncé a été rédigé. Et voici la façon dont les bailleurs de fonds au Canada ont évolué depuis mars 2020. Et c'est mon opinion personnelle, comme j'ai dit, je pense que ces changements sont pour le mieux et j'espère que ces changements vont être maintenus et que nous allons continuer à évoluer. Donc, j'espère que vous avez fait cette expérience. Les bailleurs de fonds sont de plus en plus flexibles. On a besoin de faire cela, on a besoin de faire ceci, mais on est en confinement encore. Il faut réimaginer notre démarche. Donc, j'ai vraiment constaté que la flexibilité a augmenté, l'adaptabilité aussi, comme j'ai mentionné il y a quelques minutes. 95% des bailleurs de fonds ont changé la façon dont ils accordent des financements, ils ont changé leurs priorités pour refléter les besoins en évolution dans le paysage canadien en raison de la pandémie. Nous avons vu une meilleure rétention des subventions. Les bailleurs de fonds font plus d'attention aux charités, aux organismes caritatifs et vont vraiment améliorer le processus de renouvellement. Je ne sais pas, avant la pandémie, on aurait un bailleur de fonds et ce bailleur de fonds part et va ailleurs, trouve une autre cause et cela existait dans le format qui existait dans les années 90 et dans les 2000 revient. Nous voyons l'introduction des nouveaux flux de trésorerie, que ce soit des gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux ou des fondations qui ont des actifs en banque. Est-ce que c'est là pour rester? Je l'espère parce que nous déplaçons d'une réaction au stade de stabilisation, comme je sais qu'en Ontario, le réseau des organismes à but lucratif de l'Ontario euh, fait du travail exceptionnel et on ne veut pas enlever cette ligne du budget, donc on veut vraiment que ces sources de financement restent en situation de pandémie ou non. On reconnaît des frais d'exploitation et d'administration. Et oui, les organismes de charité ont besoin des frais d'exploitation. Ils ont du personnel, ils doivent payer les factures d'électricité. Donc, pour moi, ce stigma et ce jugement concernant les frais d'exploitation et d'administration
commencent à disparaître et les organismes caritatifs sont sur les premières lignes, sont dans les communautés, ils réagissent aux communautés. Donc, j'espère vraiment que cet obstacle en ce qui concerne les frais d'exploitation et d'administration va disparaître et va continuer à disparaître. Nous voyons un processus de demande et de rapport simplifié. Ça ne veut pas dire que le processus est plus facile. Je sais que si on passe de 250 mots à 50 mots, trouver les mots qui rendent l'idée, qui sont clairs et précis, c'est aussi difficile que de rédiger 3 pages. Mais si vous avez un modèle de document très robuste, ce processus de demande, une semaine est devenu maintenant 2, 3 jours en termes de rédaction de la demande. La prise de décision est devenue plus efficace. Euh, les bailleurs de fonds embauchent du personnel pour prendre des décisions plus rapidement. On enlève l'ego de la prise de décision. Donc, on n'attend plus de 6 à 9 mois pour avoir une réponse. On a une réponse dans les 30 jours, ce qui est très bien. S'il y a quelque chose qui va revenir, qui va augmenter après la pandémie, c'est les délais. Mais pour le moment, c'est vraiment un atout. Avant la COVID, j'ai commenté que les fonds d'urgence passent du mode réaction au mode de stabilisation et on espère voir la lumière à la fin du tunnel, au bout du tunnel. Et les gens examinent la COVID-19 et non les raisons pour le soutien. Et on ne veut pas perdre de vue qui on était avant la pandémie et qui on va devenir après la pandémie. Donc, il faut toujours maintenir votre raison d'être et indiquer comment vous avez réagi à la COVID, comment la pandémie vous a changé, comment vous allez avancer. Mais avant 2020, on parlait de la COVID-19 à complètement fermer nos affaires, mais maintenant on adopte le modèle. On vit avec la COVID, voilà ce que nous faisons pour réagir, voilà comment nous allons s'en sortir. Juste pour faire le cas, pour qu'on vous donne cette subvention avec des efforts que vous avez que vous avez fait pendant la COVID-19. Pourquoi levez-vous des fonds? Est-ce que vous cherchez à financer un programme, une initiative spécifique, un financement de base, les dépenses clés, payer le personnel, payer les factures? Ou est-ce que vous avez un financement pour des projets spéciaux? Par exemple, quelque chose à durée limitée, un projet pilote, un partenariat limité, ou vous voulez faire un essai ou faire de la recherche. Ultimement, on cherche des subventions en fonction des priorités établies par votre communauté, par votre conseil d'administration. Je veux mettre l'accent sur jusqu'à quel point c'est important d'avoir les priorités des programmes avant de faire des recherches de subventions pour plusieurs raisons. Pour que vous soyez alignés avec le conseil exécutif ou les personnes qui approuvent vos subventions, mais aussi pour que vous puissiez cibler vos demandes de subvention. Cela revient à un des mythes dont je vous ai parlé. Est-ce qu'on réagit ou est-ce que c'est les bailleurs de fonds qui déterminent vos priorités ou est-ce que c'est vous qui déterminez vos priorités? Et être conscient des opportunités que vous avez à présenter à vos bailleurs de fonds, plus efficace que vous serez non seulement dans la rédaction, mais à la cultivation des relations. Donc, on peut mettre de côté les bailleurs de fonds B ou C, on peut investir le temps à tisser des liens ou des relations avec les bailleurs de catégorie A. Et on va parler des catégories dans la prochaine séance. Donc, on va prendre quelques moments pour examiner ce type de financement. Premièrement, le financement de programme. J'ai les bailleurs de fonds
prennent généralement en charge des coûts directs associés à un programme ou un service existant ou nouveau. Donc, une initiative existante ou vous cherchez à augmenter la capacité. Les coûts directs de fonctionnement ou d'investissement associés au budget du programme. Donc, encore une fois, il faut examiner les critères. Si c'est des fonds dont vous avez besoin et ce ne correspond pas à ce financement, passez au bailleur suivant parce que ça aide vraiment à cibler votre demande. Et finalement, les bailleurs de fonds demandent généralement des mesures d'impact et un plan de durabilité dans le cadre de la réception des candidatures et des demandes. Et la question qu'on pose généralement est une question qui est difficile à répondre, c'est comment est-ce que vous allez garantir la durabilité de vos réussites? Et voilà où la diversification va entrer en jeu, mais c'est un sujet pour une autre journée. Le deuxième type de financement, c'est le financement de base. Donc, les opérations de base sont généralement financées par des dons non affectés. Et typiquement, les bailleurs de fonds souhaitent comprendre comment les opérations générales sont financées. Par exemple, votre capacité à démontrer d'autres sources de revenus. Ils veulent savoir quels programmes et services vous offrez sont offerts. Ce sont des bailleurs qui comprennent. Ils sont plus susceptibles de prendre en charge des coûts opérationnels directement associés à un programme spécifique au lieu des fonds d'administration générale. Et encore une fois, si vous tombez sur cela, on va en parler sur la section du module 3 sur les budgets lorsque nous examinons comment intégrer les coûts de fonctionnement et d'administration dans une demande. Et le dernier type, ce sont le financement de projets spéciaux, comme j'ai mentionné. Ce sont des financements à durée limitée, donc les bailleurs de fonds avec un portefeuille variable. Typiquement, lorsqu'ils changent de priorité, ou ils ont un nouveau conseil d'administration, ou la pandémie s'est déclarée. On a vu Black Lives Matter, on va parler de la diversité, l'équité et l'inclusion. Comment ça a un impact sur les octrois. Donc, le changement de priorité d'une année à l'autre sont plus susceptibles de rechercher des projets immédiats, limités dans le temps et à fort impact. Donc, les délais sont généralement sensibles au facteur temps et sont basés sur les priorités du gouvernement ou le problème social du moment. Par exemple, en avril, avant l'exercice financier, ou en septembre, à la fin de l'exercice financier, lorsque ce sont ces périodes où vous allez vous dépêcher pour mettre en place la demande de subvention. Il faut se poser la question, est-ce que ce financement spécial vous convient? Qui peut livrer la marchandise? Et si devez garantir la durabilité, quels sont les impacts budgétaires? Si vous n'avez pas les moyens pour assurer la durabilité, est-ce que ça vaut la peine? Ça va pour si vous refusez une opportunité. Et les subventions dans ce domaine sont généralement des octrois uniques menant à des propositions réactionnaires de la part d'organismes de bienfaisance. Donc, on va faire une discussion en petit groupe pendant 5 minutes et je veux que vous parliez. Annie va vous diviser en petits groupes. Voici les questions à discuter. Votre organisme a-t-il reçu une subvention liée à la COVID-19? Si oui, dans quel but? Travaillez-vous actuellement sur une demande de subvention? Si oui, pour quel type de projet? Donc, j'espère que vous pourrez parler de la subvention liée à la COVID-19 et si vous travaillez actuellement sur une demande de subvention. Et on va prendre quelques secondes pour faire la mise en commun. Voilà.
Rebienvenue tout le monde. Je suis consciente du temps qui s'écoule. Ça va très rapidement. Donc, si quelqu'un de chaque groupe voudrait mettre un résumé de votre conversation dans le chat, ce serait bien pour moi. Comme ça, je pourrais adapter à ma présentation pour le deuxième module. On va passer les deuxièmes groupes de discussion, mais je vais rester en ligne si vous avez des questions et je serai heureuse d'y répondre. Donc, on va maintenant passer aux principes et aux astuces de rédaction d'une demande de subvention. Euh, Avec des années, on établit notre propre style. Je ne veux pas penser que je me base trop sur les modèles. J'ai commencé à lever des fonds en 2000 et maintenant le monde est très différent en 2022. Et comme toute chose, il faut évoluer avec le temps. Donc voici quelques principes de base que je mets en pratique tout le temps dans mes demandes de subvention. Tout d'abord, information, perspective, initiative, aperçu, impact. Donc, il faut déterminer les perspectives, les recherches, comment établir les profils, les stratégies de contact, est-ce qu'ils s'alignent avec vos priorités, avec les attentes du bailleur de fonds. L'initiative, c'est votre programme, votre priorité, ce que vous allez pitcher. Ça peut comprendre votre énoncé de besoins, porter des travaux, le plan public, qu'est-ce que que prévoyez votre échéancier, quel est votre calendrier, est-ce que ça s'étale sur plusieurs années, comment les travaux seront répartis sur ce temps et le budget, comment est-ce que le budget est associé, par exemple, les investissements en immobilisation, les ressources, les promotions, les outils, le loyer, etc. Les aperçus. Donc voilà où nous pouvons devenir perdus sur Internet. Donc s'il y a du temps, j'aimerais parler au personnel ou au leadership pour avoir d'informations sur l'organisation, obtenir des données, des gens qui ont bénéficié du programme. Donc, ça peut prendre la forme de pourcentage, des augmentations, le nombre de personnes desservies. Ça peut vraiment aider à avoir des données qualitatives en termes de, 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 d'études de cas, mais il faut quand même protéger les identités. S'il y a d'autres tendances, pratiques communautaires, modèles communautaires, qui peuvent vous aider, ou est-ce qu'il y a des lacunes, des écarts dans votre projet et finalement l'impact. Donc voilà les résultats optimaux euh, en, à cause du bailleur de fonds ou de subvention X ou Y. Vous allez réaliser des travaux, sont mesurables, objectifs, évolutifs, déclaration de durabilité. Si tous ces termes ne vous font peur, ne vous inquiétez pas, on va les repasser dans le module 3. Et ensuite, la durabilité, l'énoncé de durabilité. Et dans le module 3, nous allons démontrer aux donateurs que nous allons continuer à exister et on pourra continuer notre travail après le financement. Donc, voici les conseils pour la rédaction des demandes. Tout d'abord, rédiger de manière smart. Donc, vous avez peut-être entendu la méthode SMART. Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable et en rapport et un temps précis, c'est-à-dire les objectifs. Et dans le suivi à ce webinaire, je vais décomposer le modèle SMART et Erin va inclure ça dans les notes pour nous permettre de gagner du temps. Une autre astuce, c'est décider prudemment, pas brusquement. C'est votre organisme. C'est vous qui pouvez choisir ce que vous présentez. Racontez votre propre histoire. Cela étant dit, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre votre histoire et les exigences de la subvention? C'est comme sortir en rendez-vous. Si la relation ne va pas bien, c'est peut-être le temps de passer au prochain bailleur de fonds. La précision est de première importance. Je ne peux pas vous dire combien de temps où j'ai vu des tangentes dans les propositions.
le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est lisez la question, lisez les exigences et reflétez cela dans votre réponse. L'argent est roi. Soyez transparent et précis avec votre budget, inclure tous les dépenses et les estimations sont également acceptables auprès des bailleurs de fonds. Les données valent 1000 mots. Donc, les points de données, les études de cas et les exemples concrets sont primordiaux dans vos organismes. Vous avez sûrement accès à beaucoup de rapports, à votre rapport annuel en incluant des points de données. Vous pouvez donner des exemples concrets de la manière que votre organisme contribue à la communauté qui vous entoure. Nous allons euh, sauter cette vérification. Si vous avez des commentaires à écrire dans le chat, je suis toujours ravi d'apprendre de nouvelles choses de mes collègues. Donc, si vous voulez, maintenant, voici notre deuxième alerte aux tendances. Je veux faire le point sur l'équité, la diversité et l'inclusion et comment les bailleurs de fonds l'appliquent à leur structure de gouvernance et de financement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour passer à travers ces points, donc je vais inclure ça dans mes notes avec Erin. Mais une chose que nous voyons avec les bailleurs de fonds canadiens et leur accent sur l'équité, la diversité et l'inclusion, et c'est important d'admettre que les bailleurs de fonds incluent ces éléments dans leurs critères et on peut toujours en faire plus de travail. On voit qu'on applique une philanthropie axée sur le genre et les bailleurs de fonds euh, recadrent la priorisation de leur, euh, leur octroi en termes de race, d'orientation sexuelle, de diversité, et on considère comment ces identités intersectionnent, se chevauchent. On voit que les bailleurs de fonds investissent davantage en justice et équité, donc ils apprennent à continuer à lutter pour la justice et l'équité, non seulement par l'octroi de leurs propres fonds, mais avec le travail qui est fait par d'autres organismes communautaires aussi. Beaucoup de bailleurs de fonds investissent dans les politiques et pratiques. Je sais qu'en 2021, je sais que j'ai prélevé 500 000 plus de 500 000 dollars pour lutter contre le racisme et contre la haine. Donc, on peut discuter des fonds qui sont disponibles pour ces types d'initiatives, des flux de financement dédiés. Donc, les bailleurs de fonds choisissent des priorités qui reflètent leur propre communauté et tous les bailleurs de fonds ont leur propre définition d'équité, de diversité et d'inclusion, mais on peut toujours discuter avec les bailleurs de fonds en termes de ce qu'on veut voir au programme. Je vais passer au travers la capacité communautaire, mais je veux clore sur le volet équité, diversité et inclusion. Je ne suis qu'une seule personne, mais ce sont des domaines clés que j'ai vus en termes de priorisation par les bailleurs de fonds, la formation et l'éducation pour l'EDI. Et j'ai mentionné le cadre AARH, les projets de réconciliation, les services de soutien aux nouveaux arrivants, etc. Donc, intégrer des subventions à votre organisation de levée de fonds. Vous participez à cet atelier parce que vous voulez incorporer les subventions à votre organisation ou vous voulez lever des fonds. Vous ne devez pas reposer sur les financements, sur les subventions à 100%. Oui, les subventions sont des sources de revenus imprévisibles,
Le conseil que je vous donnerais, c'est de vous assurer que votre plan de financement comprend la diversification de revenus. Donc, avoir beaucoup de différentes formes de revenus. Ce n'est pas une subvention d'une source unique ou une subvention qui peut prendre fin un jour et un bailleur de fonds ne va pas revenir à la table. Donc, que feriez-vous si votre bailleur de fonds n'était pas là? Donc, ceci étant dit, les subventions sont également partie intégrante de votre raison d'être et on veut examiner les quatre volets, l'organisme, l'organisation, l'infrastructure, etc. Donc la fonction organisationnelle, la levée de fonds comprend-elle des subventions? Est-ce que les priorités du programme sont reflétées? Sinon, comment est-ce que vous pouvez commencer cette année ou l'année prochaine? On a parlé du priorité du programme. Je vais vous donner un modèle pour vous aider à dresser la liste de vos priorités. Je trouve que c'est très important de répondre à ces questions au niveau organisationnel avec votre conseil d'administration qui va rédiger la subvention, pourquoi et pour combien? Quel est le processus d'approbation? Est-ce que vous avez une hiérarchie d'approbation compliquée? Si oui, il faut en tenir compte. On va inclure un calendrier de développement avec vos documents d'organisation et les ressources humaines encore. Est-ce que vous êtes responsable du programme? Est-ce que c'est vous qui rédigez la subvention ou est-ce que vous avez la capacité de confier ce dossier à quelqu'un d'autre? Donc, le qui, quoi, quand, pourquoi et comment, c'est très important. Fonction de programmation, est-ce que c'est une collaboration? Est-ce que c'est une candidature mixte? Quels sont les cadres de référence avec le partenaire? Est-ce que vous avez du temps pour mener des entretiens avec le personnel pour aider à informer le contenu du programme? Si vous êtes dans le volet développement et non sur les premières lignes, est-ce que vous pouvez avoir des entrevues avec des clients? Est-ce que vous avez le temps de planifier des appels d'information avec les bailleurs de fonds? Encore une fois, il ne faut pas tenir pour acquis s'il y a un numéro de téléphone ou un courriel, contacter la personne, toujours suivre les instructions concernant la rédaction dans le guide. Il ne faut pas s'écarter de la mission. Encore une fois, c'est un travail d'équilibre. Télécharger les demandes déposées l'année précédente, le cas échéant, s'il y a une façon d'étudier les états financiers ou leurs énoncés d'impact, rédiger une maquette de demande et faire en sorte que le leadership de votre organisation puisse l'approuver, écrivez une lettre d'intérêt, faites des appels ou envoyez une lettre par la poste. Si vous avez des questions concernant le processus de demande, il nous reste deux diapos. La fonction financière, quel est l'objectif de revenus pour les subventions dans votre plan annuel? Êtes-vous au niveau zéro ou est-ce que vous avez un demi-million de dollars en caisse? Et après cette recherche, il faut aller voir le CA et dire, écoutez, notre capacité de prélever les fonds, c'est X. Il faut augmenter le budget parce qu'on veut vraiment être sur la bonne voie. On ne veut pas échouer. Est-ce que vous avez parlé aux responsables des finances du budget du programme? Si vous avez une feuille de travail budgétaire à votre disposition, la première chose que je fais, c'est de l'envoyer à l'équipe budgétaire et dire, hey, je veux vraiment vous parler au sujet de cette demande. Donc, votre responsable des finances, ça devient votre bras droit dans le processus parce que si vous ne connaissez pas les chiffres, vous risquez d'échouer en termes du côté financier. Quelles sont les exigences en matière de rapports financiers pour la subvention? Est-ce que ça va vous prendre plus de temps à établir des rapports? Pouvez-vous les respecter? Est-ce que vous avez les états financiers?
nécessaires pour la subvention. Certains organismes, certains bailleurs de fonds demandent 2 ans d'état financier vérifié. Donc, il faut vraiment étudier ces exigences en matière d'état financier. Et plus vous pouvez déterminer les critères de la subvention, plus vous allez prioriser quelles sont les exigences en matière de rapport financier. Est-ce que tout doit dépenser avant le 31 mars? Est-ce que vous pouvez reporter des fonds? Par exemple, si quelque chose, une autre pandémie se déclare ou un sinistre naturel ou vous avez des changements de personnel. Il faut déterminer s'il y a de la flexibilité parce que des fois, avec les subventions, surtout les subventions gouvernementales, si les fonds ne sont pas dépensés, on va les reprendre. Et pouvez-vous les respecter et répondez-vous aux critères financiers d'admissibilité? Vérifiez tout ça avant de commencer. Tirez de vos propres leçons, de vos propres exemples, pas quelqu'un sur votre rue, mais votre histoire, votre cause. On parle du public cible. Assurez-vous que votre financement et votre déclaration de besoins sont fondés sur des preuves et bien développées. Pourquoi votre organisation mérite-t-elle d'être soutenue? Quelles histoires pouvez-vous raconter pour avoir cet élément émotionnel? Comment votre organisation mesure-t-elle et rapporte-t-elle l'impact social? Est-ce que vous avez un spécialiste de communication, de marketing au sein de votre équipe qui peut vous aider avec la formulation? Est-ce qu'il y a d'autres documents que vous pouvez utiliser dans votre demande? Est-ce que vous pouvez avoir une continuité dans votre histoire ou est-ce que vous commencez à partir de zéro? S'il y a des gens qui font la rédaction au sein de votre organisme, contactez-les et demandez-leur est-ce que vous avez une proposition déjà rédigée sur laquelle je peux bâtir? C'est plus facile que de recommencer à zéro. Vous avez été très patient. Je vais passer au travers le sondage et pendant ces ateliers, on va vous équiper d'outils formidables dont vous pouvez profiter. La plupart sont basés sur des modèles de documents. J'espère que ça vous permettra de gagner du temps. Ce sont des outils que moi j'utilise quand je travaille avec des organisations et c'est encore une valeur ajoutée pour votre participation. J'espère qu'ils pourront vous être utiles, sinon aujourd'hui, peut-être plus tard. Et ça nous amène à la fin de la présentation. Je suis désolé du retard. Je vous remercie d'être ici. Je vais rester sur la ligne pendant quelques minutes. N'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont ici. Ça me ferait plaisir de répondre à vos courriels si j'ai parlé trop rapidement ou vous avez besoin de plus de précision. J'offre des services de formation 1 sur 1. Si vous cherchez un soutien au-delà de ces webinaires, sinon, il fait très froid ici. On est en plein hiver dans ma région. Je vous souhaite un bon après-midi et au plaisir de vous voir jeudi pour le prochain module. Merci beaucoup.